C'est beau, une émission proposée par Emmanuel Klein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous BD avec aujourd'hui un auteur que vous connaissez tous, il s'appelle Zep. Bonjour. Bonjour. Zep, vous êtes auteur de bande dessinée jeunesse, notamment évidemment votre grande série Titeuf. 25 millions d'albums vendus, ça pose un peu une carrière. Cela dit, vous ne faites pas que ça puisque vous alternez avec notamment des romans graphiques pour adultes et c'est précisément le sujet du jour. Ça sort tout juste aujourd'hui, ça s'appelle Tournez la page. Vous mettez en scène un auteur de romans, non pas de bande dessinée. Il est romancier, il est un peu dans le creux de la vague, c'est le cas de le dire. Le dernier roman ne plaît pas à son éditrice, sa petite copine l'abandonne, le quitte. Il est donc du coup finalement se dit bon tiens, parce que son autre grande passion à part l'écriture c'est le nautisme, et donc il part en mer. Moi je vous laisse dire qu'est-ce qu'on peut raconter parce que il disparaît. Ouais, il disparaît. On peut dire ça. Ouais, c'est le début de l'histoire. Il disparaît. En fait, c'est une histoire autour de la disparition. Qu'est-ce qui se passe après notre mort? Il devient, évidemment, à partir du moment où il disparaît, il devient un auteur formidable. Tout le monde le regrette. Il est concurrent il est candidat pour le Goncourt. Et sa carrière redémarre complètement à partir du moment où il est plus là. Sauf qu'il n'est pas vraiment plus là. Donc, on va voir ce que c'est d'être mort de son vivant. C'est évidemment assez drôle de voir ça en deux parties. C'est que d'un côté, il y a effectivement les gens, c'est totalement contemporain. Donc on est en France, à Paris, avec son éditrice qui, évidemment, est extrêmement triste devant tous les médias de la perte de son auteur favori. Alors qu'encore une fois, juste avant, elle venait de refuser son dernier roman en lui disant que mon pauvre vieux, t'es un has-been. Enfin bref. Et puis lui, de son côté, évidemment, donc il est parti. Donc il est sur une petite île en Grèce, on ne sait pas trop où, où il a de temps en temps de la connexion Internet qui lui permet justement de savoir... De suivre sa postérité. C'est ça, de suivre ce qu'on raconte sur lui. Et c'est assez jubilatoire finalement de voir, parce qu'en l'occurrence, puisqu'il est porté au nu, quand ça se passe comme ça... C'est jubilatoire au début, et puis après, bon, comme c'est une histoire qui est plutôt sur un registre de thriller ou de conte moral, ça va mal tourner. Et il y aura plusieurs histoires dans l'histoire, mais effectivement, au début, c'est assez jubilatoire, l'idée d'être spectateur de sa propre postérité. Ouais. Vous avez donné ce mot, Zep, et je vais rebondir dessus, c'est très amoral, effectivement. Moi, je le trouve assez moral, ce conte. C'est vrai ? Ouais, oui, parce que ça parle de la vanité aussi, de tout ce qu'on fait pour sa propre postérité, ce qui est assez absurde, parce que quand on n'est plus là, quel intérêt d'occuper encore l'esprit des gens et de remplir les librairies? Je sais pas vraiment. C'est même un peu dégueulasse par rapport à ceux qui arrivent après nous. Donc, dans l'ordre des choses, un auteur... un artiste, en général, il occupe, s'il a la chance d'occuper un moment le devant de la scène, après, il doit laisser la place pour ceux qui viennent après lui. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée vous-même ? Qu'est-ce qu'on dira de moi encore après ? Ouais. Bien sûr, ouais. Je pense que tous les gens qui ont été publics à un moment se posent la question, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'obsède. Cette partie-là, disons, de ma vie, elle m'intéresse comme une curiosité, mais moi, mon souci, c'est de faire des livres. J'aime raconter des histoires, donc j'ai envie de faire le meilleur livre possible, le plus proche de l'exigence que j'ai mise. Mais après, le succès du livre, ça m'appartient pas du tout. Ça, c'est les lecteurs qui décident. Donc, si je me cale là-dessus, si mon bien-être il est calé sur mon succès, je suis vraiment en danger parce que ça peut tomber d'un coup, ça peut monter, redescendre. Ça, on le contrôle pas. Donc, il faut pas être attaché à ça. Mais on voit énormément chez les artistes, c'est quelque chose d'inquiétant. Et peut-être plus d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai situé le récit dans le monde littéraire. Parce que je trouve dans le milieu des romanciers, c'est quelque chose qui est plus brutal, ce rapport à l'ego, parce que tout le monde écrit. Tout le monde fait pas de la bande dessinée, c'est quand même un peu particulier de faire de la bande dessinée. On pouvait pas dire tiens, je vais prendre un mois sabbatique, je fais une bande dessinée si vous avez jamais dessiné et jamais fait de BD. Tandis que tout le monde écrit et tout le monde a une histoire qu'il est persuadé qu'elle est formidable et que le monde dont il attend. Donc vous avez tous vos voisins, vos collègues, vos amis, tout le monde vous dit à un moment moi je vais arrêter, je vais prendre une année sabbatique, je vais faire un roman. Donc
pour finir, ce qui différencie un romancier de tous les gens qui disent qu'ils vont être romanciers, c'est son succès. Donc là, effectivement, le statut du romancier, il est hyper fragile parce qu'il est aussi attaché à la reconnaissance qu'il a. Cela dit, si on écrit précisément un roman, c'est parce qu'on espère que ça va rester après nous. C'est précisément l'objet de l'histoire. Oui, alors on a déjà envie que ça existe pendant qu'on est là, si possible. C'est toujours mieux d'être connu de son vivant, mais évidemment, on espère toujours qu'on va durer un peu. Ouais. Cela dit, alors lui, ce qui est étonnant, c'est que justement, alors que précisément il adorait écrire, quand il est paumé sur son île, il n'a pas regardé un peu ce qui se passe de l'autre côté, il n'a aucune velléité d'écriture. C'est-à-dire qu'il trouve vaguement même des choses à lire, parfois même pas tout en sa langue, je crois qu'il lit un Tintin en grec, enfin bref, il a envie de lire des choses, mais pas d'écrire. Cette passion de l'écriture lui passe à partir du moment où il quitte Paris. C'est-à-dire qu'il est il est dans la vie après la mort, donc et il est dégoûté parce qu'il réalise aussi tout le cynisme de ce milieu-là et du succès, puisqu'on lui a dit en gros, ta période elle est terminée, tu peux passer à autre chose parce qu'on n'est plus intéressé par ce que tu fais, et le fait qu'il meure tout à coup, tout le monde clame son génie et l'importance de ses romans et l'acuité de son regard, le fait qu'il est ultra contemporain, qu'il a quelque chose à dire aux gens d'aujourd'hui alors qu'on lui disait exactement le contraire 2 mois avant. Donc forcément, ça calme, je pense aussi. Mais ça vous permet aussi de dessiner 2 décors radicalement opposés. Donc, effectivement, sa vie parisienne citadine, avec son éditrice, cette petite copine, il y a un assistant qui est aussi dans l'histoire, et puis cette vie sur l'île grecque, où il est entouré de gens locaux, d'une jeune femme aussi, enfin bref, où qui va lui faire titiller l'œil, qui permet aussi de donner de l'espoir. Cela dit, c'est ces 2 vies-là que vous avez dû dessiner, et je ne l'ai pas encore dit, mais évidemment, graphiquement, c'est très différent de ce qu'on peut connaître sur Titeuf, avec du dessin plutôt humoristique. Voilà, là, c'est très réaliste. C'est aussi à l'aquarelle. Donc, pareil, graphiquement, c'est très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Forcément, la bande dessinée, ça se regarde, il faut que ce soit beau. Et là, en l'occurrence, vraiment, vous vous faites plaisir et vous nous faites plaisir. On a de très belles images en mer, ces grands paysages en Grèce. Vous êtes allé là-bas, c'est un endroit que vous connaissez? Alors, je suis allé sur place, ouais. C'est une conscience professionnelle, évidemment. Mais mon dessin, moi, je suis plutôt un dessinateur humoristique à la base. Donc, mon dessin réaliste, c'est un dessin d'observation. Pour faire ces albums, je suis toujours obligé d'avoir des modèles. Donc, je vais toujours en résidence quelque temps sur place pour dessiner les lieux. Et même mes personnages, généralement, je demande à des gens de poser pour moi. J'allais vous le demander parce que vous remerciez des prénoms en ouverture de ce livre, et je me dis qu'évidemment, ce sont vos modèles. Oui, alors vous les faites poser? Je les fais poser, ouais, complètement, pour les personnages principaux seulement. Mais j'ai besoin d'avoir ça parce qu'il y a toujours des trucs dans la bande dessinée. On trouve des trucs graphiques qu'on a tendance à répéter tout le temps. Et je trouve que pour faire jouer des personnages avec une palette de jeux un peu plus large, c'est cool d'avoir des gens qui posent pour vous, qui ont une autre manière de se tenir debout, de marcher, de tenir un verre, voilà. Donc j'avais besoin aussi de voir. Et puis moi-même, je suis pas du tout marin, je connais pas très bien ce monde. Donc je suis allé aussi sur un bateau avec des amis qui m'ont montré tout ce qu'ils faisaient. Donc j'ai dessiné, j'ai fait plein de croquis pour voir un peu comment on fait un nœud, comment on tient une corde, comment essayer de comprendre un peu ce monde. Même si c'est une scène assez courte pour finir la scène maritime, mais il y en a au moins 2. Oui, il y en a au moins 2. On va trop dire, mais... Je dis pas tout, mais ce que je peux dire, et c'est ça qui m'a... Parce que le début du récit, évidemment, on l'aura compris, c'est hyper engageant, on a envie d'en savoir plus. Mais ce qui est plus rare, et je le dis déjà, c'est que vous avez très bien fini. C'est-à-dire qu'on part dans votre histoire, mais j'ai d'autres exemples que je ne citerai pas ici, évidemment, où le pitch de départ est génial, mais on rebondissements jusqu'à la fin. Ouais. Non seulement il y a des rebondissements, mais aussi la fin est géniale. Franchement, vous avez bien su finir votre histoire. Merci. Et c'était pas gagné, parce que, encore une fois, c'est bien de démarrer, mais c'est après comment on finit cette histoire et comment on arrive à je pense qu'il y a une pirouette qui est peut-être un peu surprenante. Effectivement, c'est pas une fin hollywoodienne, ça c'est sûr. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup plu. C'est un très bon récit. Non, franchement, voilà. Et juste pour revenir à l'aquarelle, voilà, c'est ça, vous avez ce plaisir de dessinateur aussi, de mettre en couleur vos dessins. Oui, ouais. En fait, c'est la première fois que je fais un album à l'aquarelle. J'ai toujours utilisé ça pour mes carnets de voyage. Donc oui, pour vous mon connaissez dessin. Voilà, c'est ça. Ouais. Et comme mes carnets de voyage ont été publiés plusieurs fois, dont le dernier livre qu'on a fait l'année passée chez Rue de Sèvres, qui s'appelait Dessiner le monde, où c'était mon rapport au dessin avec beaucoup d'extraits de photos de mes carnets. Il y a pas mal de lecteurs qui m'ont dit c'est dommage parce que dans les BD il n'y a pas cette mise en couleur là. Donc là l'histoire se prêtait aussi à faire ça. Et ça faisait longtemps que je me disais ce serait chouette d'essayer une fois, mais c'est vrai que quand c'est une histoire qui se passe dans un milieu urbain ou dans des bureaux ou des histoires futuristes que j'ai fait plusieurs fois dans cette collection.
ça se prêtait moins. Là, je trouvais qu'on était vraiment dans quelque chose d'observation, donc ça valait la peine d'aller le faire à l'aquarelle sur place. On part à l'aventure avec votre héros et vous partez aussi à l'aventure avec vos pinceaux. C'est ça. C'est mes moments d'aventure. Je sors pas beaucoup de mon atelier, mais de temps en temps, pour aller faire des repérages. Ouais. Puis alors, on parlait de vos séries humoristiques, on peut citer le fait que là, il y a un nouveau tome de Captain Biceps qui vient de sortir aussi. Ça aussi, c'est un événement, le tome 8. Là, c'est dessiné par Thébault, donc votre copain de toujours. En l'occurrence, vous avez publié plusieurs albums ensemble, vous avez fait pas mal de séries similaires. Et là, en l'occurrence, de revenir avec ce super-héros-là, là, c'est de l'humour, du gros nez, on revient à ce que vous aimez aussi avec lui. Voilà, de la bagarre. Ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas fait d'album ensemble. Et ça me manquait parce que moi, j'adore travailler avec Thébault. Je suis fan de son dessin. Et c'est vraiment le spécialiste des comics du monde des super-héros. Pour moi, c'est moins mon univers, mais j'adore faire cette série avec lui. Donc, généralement, on écrit ensemble, on trouve les histoires ensemble, et puis après, moi, je fais la partie scénaristique, je fais les dialogues, le découpage. Mais on choisit les personnages ensemble, c'est lui l'exégète de ce monde-là. Et puis bon, Captain Biceps, je me disais qu'on avait quand même besoin d'un justicier aujourd'hui qui vient rétablir la justice dans ce monde. C'est de la BD extrêmement libre, avec des grandes doubles pages, avec des dessins en colonne. Enfin voilà, vous vous permettez tout, vous faites plaisir. Oui, la forme est assez variée. Ouais. Et alors, il a évidemment un costume de super-héros, et on apprend dans ce nouveau tome Le Retour de la Justice, avec un slip sur des collants, c'est le titre, on apprend comment... qu'est-ce qu'il y a sur sa petite boule au-dessus de la tête, par exemple. Ouais, exactement. Ouais, on apprend des secrets de fabrication. C'est un peu une extension de son cerveau. C'est vrai c'est un personnage qui a des proportions assez étonnantes parce qu'il est finalement assez malin parce qu'il trouve toujours la faille chez ses adversaires, même s'il a des gros muscles, c'est son cerveau qui lui fait trouver la faille de combat, alors que sa boîte crânienne est vraiment minuscule par rapport à ses poings. Vous nous faites le cri de Captain Biceps, Tito ? Pardon. Il dit Captain Biceps. Voilà, ça c'est le cri de... C'est son cri de faim. Quand il part et il brandit son poing. En fait, il brandit son poing aussi parce qu'il a les bras tellement longs et tellement gros par rapport à son corps que s'il a les bras le long du corps, il traîne par terre. Donc il est obligé de les lever pour courir, sinon ça marche pas. Un super-héros démesuré que vous pourrez apprendre aussi à dessiner dans la réédition de Comment dessiner. C'est aussi signé par ce même duo d'auteurs, donc Zep et Thébault. C'est un livre qui était sorti format à l'italienne et qui ressort là en grand format. Exactement. Avec plein d'astuces pour apprendre à dessiner. Pas vraiment, mais surtout très rigolo. On apprend des vrais trucs quand même. On donne des vrais tips, mais on s'est axé sur le côté... C'est plus pour les enfants qui dessinent et qui ont envie d'apprendre des trucs pour épater leurs copains en dessinant. Parce que c'est un petit peu ça le dessin au début quand on est enfant. Je trouve que c'est beaucoup... Alors on peut apprendre vraiment comment faire une bande dessinée avec ce livre, mais c'est un peu le tour de magie d'un dessin. C'est-à-dire qu'avec le crayon, on fait apparaître quelque chose avec un effet waouh. Donc on essaye de donner un maximum, laisser chaque fois des demi-pages, et c'est un petit truc pour s'amuser en dessinant. Avec 2 pages en supplément, quand même une nouvelle édition, mais avec 2 pages concernant l'animation, parce qu'évidemment, rappelons-le, notamment votre série Titeuf a été adaptée en long métrage. Enfin, vous avez donc plusieurs fois touché à l'animation, donc il fallait aussi raconter un peu le dessin autrement que seulement dans la bande dessinée. Ouais. Donc on a fait 2 pages supplémentaires pour ça. Ça avait été fait à l'époque du film, donc on a tout mis dans la nouvelle édition. Ah, mais il n'avait pas été publié. Hein. Non, c'était pas publié. Non. Ah, donc voilà, vous pouvez redécouvrir du coup comment dessiner. Donc cette nouvelle édition, c'est donc du format classique bande dessinée et puis notamment le Captain Biceps. Et puis alors aussi et surtout vraiment pour les grands, faites-vous plaisir avec Tournez la page. Vous reconnaîtrez cette couverture. Vous avez beaucoup cherché cette couverture de ce bateau au milieu des nuages. Alors oui, en fait j'avais dessiné une autre couverture. Moi c'est toujours une gageure. J'ai fait, je crois, sur celui-là 45 projets de couverture. Autant que ça, et vraiment. Ouais, j'en fais énormément. J'arrive jamais à me décider. Et avec mon éditrice, on avait choisi une couverture qui était un peu plus classique avec le personnage et tout. Et après, j'ai dessiné ce dessin-là pour la page de titre, donc à l'intérieur du livre, et je l'ai dessiné, je l'ai posté sur les réseaux, et tout le monde, plein de gens ont commenté en disant « Super couverture, quelle couverture ?» Puis on s'est dit avec mon éditrice, est-ce qu'on n'est pas en train de se planter ? Ça devrait pas être ça à la couve. Donc on a vite essayé, on l'a soumise aux gens de l'édition, tout le monde préférait celle-là, et je crois qu'on a bien fait parce qu'elle est vraiment elle tape beaucoup plus, quoi. Et le titre, Tournez la page, il est venu aussi rapidement ? Non, pareil, là aussi, il y a toujours beaucoup d'hésitation. Mais c'est une phrase que lui dit son éditrice à un moment. Il lui dit ses proches parce qu'il est là à se morfondre sur le fait qu'ils vont plus, que sa copine l'a quitté, que les gens ne l'aiment plus, qu'on ne l'invite plus nulle part en festival. Il dit mais vas-y, tourne la page, passe à autre chose. Et c'est un peu là la manière de tourner la page ultime qui est de passer à autre chose, carrément de passer dans l'autre monde.
Je vous invite vraiment à tourner les pages de ce livre-là, de signé Zep, qui était mon invité aujourd'hui. C'est publié aux éditions Rue de Sèvres. C'est 80 pages en très grand format. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Ça coûte 20 €. Merci beaucoup, Zep. Merci beaucoup. Et merci aussi à Arnaud qui réalisait cette émission qui sera disponible en podcast. Réécoutez-la à volonté quand vous voulez sur Oxébo. À bientôt. Salut.